Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir les home cards de tous les powers sauf les protestants parce qu'on l'a déjà vu. Puis je le sais que vous êtes excités et vous avez hâte qu'on commence, mais je me suis dit, Chris, il faut connaître les home cards de tout le monde. Là, c'est un must, ces cartes-là reviennent tour après tour. Fait que prenez votre mal en patience, mais appréciez encore là, savourez esti, toute cette flavor-là puis toutes ces home cards-là. D'abord, l'Ottoman est le seul power qui va pouvoir commencer la game avec ses deux home cards. Et la raison pour ça est simple, c'est le grand Soliman le Magnifique qui est encore à la tête des Ottomans. Il peut saver deux cartes, pareil comme dans Here I Stand. Puis au lieu d'avoir un card bonus, c'est écrit qu'il ne défausse pas une home card pendant le Spring Diplo, tant qu'il est à la tête des Ottomans. Puis la petite dynamique spéciale, c'est que le successeur de Soliman est dans le deck dès le tour 1. C'est une mandatory event. C'est Selim le deuxième. Alors, c'est possible, il y a une chance sur deux-ish à peu près que quelqu'un pige la carte mandatory de Selim, puis la joue, puis que ça en soit fini du règne de Soliman dès le tour 1. Mais c'est possible aussi que personne ne pige cette fucking carte-là. Et à ce moment-là, comme c'est écrit là, au début du tour 2, avant de distribuer les cartes aux joueurs, on va prendre la carte de Selim 2 et on va la donner à l'Ottoman. Comme ça, on est sûr que c'est la fin pour Soliman. Mais ça, c'est un scénario crissement intéressant pour l'Ottoman parce que ça veut dire que même au tour 2, il va pouvoir garder ses deux home cards, non seulement ça, mais en plus, il va avoir la carte de Selim 2 qui ne compte pas dans ses cartes pigées. Puis c'est une mandatory event, je veux bien, mais elle vaut 2 CP. Pareil. Fait qu'il va pouvoir le jouer pour 2 CP, puis Selim 2 va remplacer Soliman. La carte de Selim 2, je l'ai ici. Fait que Soliman crève, Selim 2 le remplace. Il y a aussi de save deux cartes comme admin rating. Il y a un card bonus le plus traditionnel d'une carte. Fait que c'est quand même pas un manchon. Puis quand il arrive en jeu, là, il y a le VP marker de Chypre qui va 90% du temps être placé sur la forteresse de Chypre ici. Puis c'est un marqueur que si les Ottomans prennent le contrôle de Chypre, l'Ottoman le prend, puis ça s'en va dans ses points de victoire. Maintenant, qu'en est-il des deux home cards? Il y a le Grand Vizir, qui n'est pas sans rappeler les janissaires dans Here I Stand. Fait que c'est très très semblable. Là. L'Ottoman peut rajouter une combinaison de 4 unités, soit des réguliers ou des galleys, qui sont un petit peu l'équivalent des squadrons dans Here I Stand. Bon, il y a des petites subtilités, on va y revenir. Dans des home space ottomans ou sur des cartes de guerre étrangères, les galleys doivent absolument être ajoutés adjacents à la mer Égée. Donc Coron, Athènes, Salonika ou Istanbul. Ou l'Ottoman peut immédiatement rouler pour essayer de construire le canal de Suez. La construction du canal de Suez n'est pas sans rappeler la mécanique d'Henri VIII et ses femmes dans Here I Stand, c'est-à-dire que l'Ottoman joue sa grosse crise de cartes de 5 CP, il prend un tout petit dé dans ses mains, puis il roule, puis il espère de brosser le plus haut possible, puisque ça y prend un 6 pour réussir à construire le canal de Suez. Sauf que, le jeu est quand même pas cruel, là. Fait au début, ça prend 6. Après ça, dans le fond, quand il a essayé une fois, c'est écrit ici, là, la fois d'après, ça va y prendre 5 ou 6, puis éventuellement 4 à 6, puis éventuellement 3 à 6. Fait que vous devriez finir par en venir à bout, là. Mais un peu comme Henri VIII, là, ça nécessite de la persévérance. Henri VIII passait à travers plusieurs femmes. Là, vous allez passer à travers plusieurs pelles pour construire le canal de Suez éventuellement. Sauf que c'est payant en crise. Ah ben, un petit peu encore là comme Henri VIII, là. Ça donne 2 VP à l'Ottoman, plus une carte par tour quand le canal de Suez est construit. Puis tant que le canal de Suez n'est pas construit, les expéditions ottomanes, c'est-à-dire ces navigateurs qui s'en vont se promener dans le Nouveau Monde, commencent. Dès qu'ils embarquent dans l'eau, ils sont endommagés. Ils partent avec un hostie d'handicap, là, alors que tous les autres navigateurs de toutes les autres factions arrivent en jeu frais comme une rose. Quand le canal de Suez est construit, là, les navigateurs ottomans se comportent comme les autres personnes. Fait qu'on présume qu'ils sont obligés de, en l'absence du canal de Suez, de charrier le bateau à la terre, puis ça frotte dans le sable, puis le bateau arrive tout pété dès qu'ils mettent le pied à l'eau. Là. Bon, oui, merci. Puis la troisième, c'est tout des ou, là, ça, cette affaire-là. La troisième possibilité avec le grand vizir, c'est carrément d'annuler un événement qui vient d'être joué. Et moi, si je suis l'Ottoman, j'aime garder le grand vizir le plus tard possible parce qu'il m'est arrivé de faire de la diplomatie ouverte à la table. Par exemple, quelqu'un joue un événement épouvantable contre quelqu'un d'autre.
Puis là, la personne dit, Oh my God, ma game est scrap. Puis vous, vous dites, Non, non, elle n'est pas nécessairement scrap. Puis là, vous montrez le grand vizir. Puis tu me donnes quoi si j'annule cet événement-là? En tout cas, vous savez comment je suis ratoureux maintenant. Et deuxième home card, le tribut ottoman. Vous déclarez, encore là, ça rappelle beaucoup la home card, cette fois de l'anglais. Vous déclarez la guerre sur le HRE contre le HRE, Venise ou l'Espagne pendant l'action phase et vous faites 2 CP d'action. Si vous déclarez la guerre contre l'Espagne ou contre le HRE et que ce power-là chie dans ses culottes, c'est pas écrit comme ça sur la carte, mais ce power-là peut vous offrir un tribut pour annuler la déclaration de guerre. À ce moment-là, si vous acceptez, vous êtes libre de refuser puis de dire fuck you, je te déclare la guerre pareil. Mais si vous acceptez le tribut, vous pouvez piger soit une carte aléatoire de leurs mains ou un trésor aléatoire qu'ils ont en avant d'eux autres. Puis dans le cas où vous vous faites offrir un tribut, vous pigez une carte de remplacement du deck. Fait que quand même, vous n'êtes pas mal pris. Vous avez pigé une carte ou un trésor du power en question, plus une carte du deck en échange de cette affaire-là. Deux belles home cards, sont toutes belles, là. Mais en tout cas, puis l'Ottoman, quand il y a les deux en main, là, au tour 1 et au tour 2, mettons, là, ça fesse en calice. L'espagnol, maintenant, un peu moins flamboyant, je dirais. Le Spanish Road. Alors, vous ajoutez un régulier à Milan. Vous pouvez téléporter un leader de n'importe où à Milan, ce qui n'est pas sans rappeler la téléportation de Charles V dans Here I Stand. Et ensuite, vous faites un Spring Diplo à partir de Milan avec deux différences fondamentales. Vous pouvez passer par des spaces indépendantes et vous pouvez traverser une passe, mais pas de 6 zones. La grande majorité du temps, on va voir ça soit quand l'espagnol est allié avec le français, l'espagnol va en profiter pour prendre tout un hostie tas d'unités puis monter ça dans les Pays-Bas, aux grandes dames du protestant. Puisque dans les Pays-Bas, par défaut, l'espagnol ne peut que recruter des Walloons, qui sont ces counters-là ici. Pas possible de recruter des mercenaires dans les Pays-Bas. Ça a l'air ça n'existait pas dans cette place-là. Fait que ça lui coûte 2 CP à chaque fois l'espagnol quand il veut recruter des troupes dans les Pays-Bas. Tandis que là, il peut s'arranger pour avoir un hostie de mercenaires à Milan, jouer le Spanish Road. En tout cas, s'il y a un deal avec le français, il est allié avec le français. Tac, tac, il peut passer par là et amener tout un hostie de monde ici. Il peut aussi déclarer la guerre aux Français puis prendre possession de Metz. Il pourrait aussi jouer City State Rebels sur Metz pour qu'elle redevienne indépendante, puis ça marcherait aussi. Mais comme je dis, un peu moins flamboyant comme home card. L'anglais, ben là, évidemment, la reine vierge qui donne son nom au jeu. Fait que ça dit d'abord, si Elisabeth est encore vivante, mais peut-elle crever? Elle peut crever lors d'une tentative d'assassinat. C'est pas avant le tour 3, là, on va voir tout le grenouillage d'espionnage, là, mais en tout cas, c'est tough en esti à tuer. Là. Mais si jamais elle est morte, là, la home card de l'anglais va être utilisée pour les CP, ou en tout cas lui aussi il ramasse une deuxième home card éventuellement. Il faut qu'il choisisse entre les deux, mais n'empêche. Toujours est-il qu'Elisabeth est vivante 95% du temps. Fait que si Elisabeth est vivante, c'est pas sans rappeler la carte Here I Stand. L'anglais peut aller chercher n'importe quelle carte dans les vidanges et soit la jouer tout de suite ou la garder. Ou, c'est ce qu'on devrait voir au tour 1, je l'espère, si Elisabeth a accepté de se marier, elle peut briser cet engagement-là, puis à ce moment-là, le pauvre prétendant déchu roule sur la table comme quoi il a été jilté par Elisabeth et l'anglais pige une carte de remplacement. Nos amis les Français, gouvernante de France, c'est bon, Chris aussi. Fait que s'il y a un Français qui est présentement en processus de se marier, le Français peut ajouter un marqueur +2 là, de festivité de mariage. Fait que, tu sais, dans le cas, évidemment, c'est une utilisation classique dans le cas du super mariage boosté qu'il y a au tour 1 entre Philippe II et Élisabeth de Valois, qui donne déjà +5 sur la table de mariage. Avec ce marqueur-là, ça donne +7. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Vous êtes presque assuré là, d'avoir les grands honneurs du mariage suite à ça. Puis quand même, quand le français fait ça, parce que c'est un peu quand même boboche comme effet, là, comparativement à 5 CP, le français peut aussi soit piger une carte de remplacement du deck ou aller chercher la carte Grand Tour dans la défausse. Grand Tour qui est une carte, vous l'aurez deviné, qui avantage beaucoup le français. Fait que si elle est dans la défausse, des fois on va aller la chercher. C'est une carte de 4 en plus, je pense, au minimum. Fait que plutôt que de piger aveuglément du deck, des fois on va aller chercher ça. Si elle est là. Puis la portion du bas, ma foi, est chiante en crise pour le protestant. Holy shit.
Si les Français et les protestants sont en guerre et que la France a 3 cartes ou moins dans sa main, incluant cette carte-là, le Français et le protestant ne sont plus en guerre. Le Français roule un dé plus 2 et le protestant doit choisir ce nombre-là de space en France et soit qu'il les ramène catholiques ou si la space est contrôlée par les protestants, il la ramène sous contrôle français. C'est majeur en tabarnak à cause de cette crise de home card-là. Quand vous êtes le protestant, là, vous devez réformer comme le Christ en France. Vous devez toujours vous assurer quasiment d'avoir un buffer, là, comme on dit en bon québécois, là, un tampon, je ne sais pas trop quoi, là, mais vous devez vous assurer d'avoir 10-12 spaces protestantes quasiment à chaque fois comme protestant. Comme ça, si le français roule, il roule 4 plus 2, 6. Ben, ça fait mal, mais au moins vous choisissez 6 spaces protestantes qui redeviennent catholiques, puis that's it, vous n'êtes plus en guerre, puis la home card est passée. Puis là, c'est un recommencement après. Mais si vous avez si peu de spaces protestantes que vous êtes obligé de choisir des spaces dont vous avez pris le contrôle, vous allez être obligé de redonner le contrôle de ces spaces-là aux Français. Puis ça fait mal en tabarnak parce que ça, c'est des rébellions que vous avez dû faire pour faire ça, puis c'est pas mal plus coûteux. Fait que gouvernante de France, on va inévitablement la voir en action lors du playthrough, mais rappelez-vous que elle fait chier en sacrament quand on est protestant. Et finalement, le HRE, patron des arts et des sciences, fait que le HRE peut patroniser. Le HRE est le seul, ben avec l'Ottoman, le seul power qui, dès le tour 1, a ses 2 home cards. Par contre, lui, contrairement à l'Ottoman, doit choisir une des deux lors du Spring Diplo. Il peut patroniser un scientifique ou un artiste de son choix de l'Italie, ou un artiste aléatoire, comme c'est toujours le cas de sa propre nation, comme s'il venait de dépenser 3 CP. Fait que, il y a un artiste au début, Palladio, et il y a un scientifique, Bellasso, qui sont disponibles d'Italie, fait qu'ils ont une couleur spéciale, eux autres, puis il y en a d'autres qui arrivent en jeu tranquillement pas vite au fur et à mesure que les tours avancent. Gros, c'est ça, Marco, aussi. Fait que ça, il y a un événement qui permet de les patroniser aussi, là, mais le HRE peut toujours, via sa home card, les patroniser eux autres. Sinon, ben, il peut utiliser ses propres, tu sais, lui, comme bien d'autres, des fois, il va avoir il va avoir des manches à couilles, puis des fois, il va avoir des bons bonhommes, tu sais, comme cet artiste-là, il fait dur, là. Arsim Boldo, il vaut 1. Fait que rendu là, t'es aussi bien de prendre Palladio qui vaut 3, tu sais. Même Mané, pas une Brahe qui a 3 comme scientifique, un autre artiste ici, Kepler, Callis, qui est un scientifique qui n'est pas piqué des verres ici, puis il y a Mercator au début. Fait que bref, il patronise un des siens aléatoirement ou il patronise un de son choix de l'Italie comme si 3 CP avaient été dépensés. Si Rudolf est empereur, c'est pas le cas au début de la game, c'est Maximilien II, mais si Rudolf est empereur, vu que Prague devient le centre culturel du monde apparemment, sa tentative en tout cas, il va y avoir plus 2 sur son rôle à la fin là, pour savoir c'est quoi les résultats de l'artiste ou du scientifique. Puis dans tous les cas, il pige une carte de remplacement du deck. Fait que c'est pas pire, tu patronises pour 3. Puis tu piges une carte de remplacement du deck. Le petit plus 2 de Rudolph est vraiment la cerise sur le Sunday. Ou, et j'adore moi cet événement-là, qui est carrément l'équivalent de diplomatique quelque chose dans Here I Stand. En tout cas, il y a une carte qui fait exactement ça dans Here I Stand. Là, fait que le HRE pige 2 cartes du deck et ensuite il donne une carte de sa main autre qu'une Mandatory Event à un autre Power. Fait que lors de la Diplo, si vous êtes le HRE, sais, on n'est jamais capable, vous connaissez la chanson, là, quand on fait des deals en diplo, je te donne une carte, ça va toujours être une carte random. Fait que vous pouvez jamais rien garantir. Mais si vous avez une carte qui peut être jouée par un power puis qui peut être intéressante pour ce power-là, lors de la phase de diplo, vous pouvez dire hey, gars ça, je vais jouer ma home card, je vais piger 2 cartes, puis je vais te donner cette carte-là. En échange de quoi tu me donnes telle autre affaire. Fait que Chris, vous pouvez aller chercher vraiment du stock en hostie. Là. Vous êtes regagnant en Chris dans ce temps-là. Là. Vous pigez 2 cartes de votre deck, vous allez donner cette carte-là, qui est peut-être juste une petite carte de 2, mais des fois, une petite carte de 2 au bon moment, à la bonne personne, ça vaut cher. Puis ça peut valoir une carte de la part de cette personne-là. Puis l'intervention du Holy Roman fait que pour être capable de jouer ça, il doit y avoir 2 autres Major Power qui sont en guerre. Fait que dans le fond, vous prenez position, vous choisissez un camp, avec lequel vous allez vous allier, puis un autre, puis vous allez tomber en guerre automatiquement avec l'autre camp. Fait que la séquence, c'est que dans le fond, vous ajoutez un marqueur en guerre avec un des 2 powers qui ne peut pas être votre allié, puis vous ajoutez un marqueur d'alliance avec l'autre power s'il n'est pas déjà votre allié. Vous ajoutez 2 land units du HRE dans un home space du HRE. Vous pouvez bouger un leader du HRE dans cette space également.
Le Power qui vient de se retrouver en guerre avec le HRE, par contre, roule 5D. Puis pour chaque 1 qui roule, il va venir colisser de l'unrest dans votre pays. Il va se payer à la traite probablement avec des keys. Fait que comptez que vous allez devoir dépenser peut-être 1 ou 2 CP pour aller rectifier cette situation-là. Mais c'est une façon pour le HRE de ne pas se mêler de ses affaires, on va le dire de même. Puis comme je dis, fait qu'au début de la game, l'Ottoman et l'Espagnol sont en guerre. Fait que vous pourriez dire, tu sais, je m'allie avec l'Espagnol, je tombe en guerre automatiquement avec l'Ottoman, je gagne 2 unités, je bouge un leader, puis en tout cas, je fais de la marde. Fait que c'est une autre façon aussi, il y en a plusieurs, on dirait, là, dans Virgin Queen, mais c'est une autre façon de déclarer la guerre en cours de tour. Fait qu'on voit de moins en moins dans Virgin Queen de déclaration de guerre lors de la séquence normale au début, parce que l'Ottoman peut déclarer la guerre pendant le tour, puis sous certaines conditions, le HRE également. Fait qu'il y a d'autres home cards qui vont rentrer en jeu au fur et à mesure qu'on va avancer, mais ça, on les verra au fur et à mesure du playthrough. Mais ça, c'est celles qui sont en jeu dès le tour 1. Puis sinon, au niveau des habiletés, bon ben, Charles IX, tu sais, le rouleur français save une carte, il n'y a pas de carte de bonus. Philippe II, il save 2 cartes, puis il y a une carte de bonus, ce qui fait que l'Espagnol, au début, a 6 cartes. Maximilien II, il save une carte, mais il n'y a pas de carte de bonus. Évidemment, la reine vierge save 2 cartes et il y a une carte de bonus. Puis moi, ma joyeuse coalition de toutes sortes de monde, on save 2 cartes puis on n'a pas de carte de bonus. Fait que ça fait le tour. Là, prochaine vidéo, c'est vrai, Spring Diplo. Puis, devrait pas être trop long, Spring Diplo. Fait qu'on va peut-être faire le premier card play de chaque power. Là, ça y est, là, ça sent le playthrough de plus en plus. Manquez pas ça. À plus.